Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. C'est un plaisir d'accueillir dans ce studio Madame Penda Mbow, historienne. Madame Mbow, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Baye Omar. Je vous remercie. Et je présente mes vœux pour l'année 2023 à l'ensemble du personnel de Sud FM. À vous, le directeur, mais aussi les journalistes et les techniciens. Parce que Sud est une radio de référence pour nous qui a joué un rôle de premier plan dans le processus démocratique au Sénégal. Alors, témoin d'hier et d'aujourd'hui, vous avez été et sur le terrain également. Alors, Madame Penda Mbow, de plus en plus des publications, des ouvrages SM dans notre pays, des intellectuels montent au créneau pour dire leur vérité sur des sujets à enjeu, des sujets majeurs. Alors, qu'est-ce qui se joue présentement au Sénégal? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saisir cette occasion pour féliciter notre sœur Dior Fall Sow. Qui a également publié un ouvrage. Absolument, qui a présenté son ouvrage qu'elle appelle mon livre blanc en âme et en conscience, pour faire son autobiographie, mais parler aussi des différents enjeux et luttes qu'elle a eu à mener, où elle a été témoin, etc. Ça veut dire simplement que tout le monde est conscient dans ce pays qu'il faut absolument laisser un legs positif à la jeunesse. Pour revenir à votre question, tout cela me rassure concernant le Sénégal. Parfois, nous pensons qu'il est extrêmement difficile et on se demande s'il existe encore des ressorts dans ce pays. Mais qu'il y ait des publications d'intellectuels d'envergure depuis un certain temps, parfois sous forme de textes collectifs, parfois sous forme de pétitions, mais surtout des réflexions de fond sur les problèmes démocratiques, la Constitution, etc. Ça montre que ce pays regorge de valeurs, d'hommes et de femmes de valeurs, et que nous avons quand même une histoire assez exceptionnelle en Afrique. Et quand on parle de l'exception sénégalaise, c'est à partir de ces éléments que moi, je me réfère pour dire effectivement il y a une exception sénégalaise. Vous avez certainement suivi ces publications en cours. Pourquoi maintenant? Parce que simplement, notre pays est à la croisée des chemins. C'est que nous sommes dans une période où on se pose beaucoup de questions aussi. Quel va être l'avenir de notre démocratie? Quelle sera l'implication de la jeunesse sénégalaise dans la construction de cette démocratie? Elle peut aller de l'avant, comme on peut avoir une sorte d'infirmation de cette démocratie. Et le fait que tout le monde se pose des questions, mais que tout le monde réagisse de façon positive en écrivant, et on voit sortir des sommités qu'on n'avait pas entendues depuis très longtemps, qui viennent chacune de ces sommités avec sa vision et ses propositions, parfois des propositions de sortie de crise. Ça me rassure parce qu'il y a une sorte d'anticipation par rapport à quelque chose qu'on pourra vivre d'ici 2024, la prochaine élection présidentielle. Oui, les enjeux futurs, les enjeux de maintenant. Si on doit procéder à une comparaison en termes de génération, deux générations en face, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, pour ne pas dire qui se complètent finalement. Oui, en tant qu'historienne, y a-t-il aujourd'hui, dans la nature du combat, une différence justement entre ces deux époques? Moi j'aime bien convoquer l'histoire parce que c'est ce que j'ai appris et c'est la méthode historique aussi qui me permet de réfléchir toujours sur les enjeux. Quand, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a vu les premiers intellectuels sénégalais s'impliquer à la fois dans le débat politique mais aussi dans le débat intellectuel, c'était des personnalités engagées intellectuellement, mais qui avaient comme objectif l'indépendance d'abord, mais la construction du Sénégal. Et je n'oublierai jamais ce texte, pour moi, de Alioune Diop, qu'il appelle Nyamgoura. Il faut, c'est l'éditorial du numéro 1 ou numéro 0 de Présence africaine, où il dit que tout ce que nous faisons, c'est pour trouver des éléments, des aliments pour nourrir la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine.
il faut les préparer à l'éducation. Et c'est cette génération autour de présence africaine, moi je appelle cette génération présence africaine, a eu à se retrouver dans la petite chambre, disons, il suffit de lire la biographie d'Alioune Diop, et de son épouse, pour justement voir quel sera l'avenir de l'Afrique et du Sénégal. Avec un appui de ce qu'on considère comme venant de la diaspora, tous ces grands penseurs de la diaspora, Blyden, etc., ils ont contribué à asseoir une réflexion pour le devenir du Sénégal et de l'Afrique, et pour l'indépendance. Ce qui était intéressant, ils n'étaient pas unis par des liens de sang, ils n'étaient pas unis par la religion, ils n'étaient pas unis par les castes ou par les ethnies, ils étaient unis par la pensée intellectuelle. Et c'était ce qui était intéressant. Ils se sont réunis d'abord pour réécrire l'histoire. Quand on prend le cas de Cheikh Anta, pour faire des publications sur la poésie, la littérature. Et la poésie et la littérature, c'était surtout pour reconstituer la mémoire des sociétés africaines, mais surtout pour asseoir une vision de ces sociétés africaines. D'autres Africains sont venus s'adjoindre à eux dans le combat. Je pense à Kizerbo, qu'on vient de fêter tout récemment, sur l'histoire africaine, et tant d'autres. Oui. Et cette unification, dans un premier temps, intellectuelle, va déboucher sur la constitution de partis politiques. Oui. Et les premiers partis politiques, des partis qui étaient apparentés aux partis politiques européens, et le français surtout, et le premier parti politique, qui était porté par Lamine Gueye, la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, et d'autres par rapport au Parti communiste. Ils ont travaillé sur le devenir du Sénégal et lutter pour la citoyenneté, la loi cadre, faire unifier cette citoyenneté. Et c'est ça qui nous a menés au Sénégal. Oui, c'était assez bien défini en termes d'idéologie, d'identité, mais non pas sur le pouvoir comme outil justement à conquérir. Ça viendra, parce que l'indépendance, quand il faut aller à l'indépendance, il faut absolument que cette indépendance débouche sur une gestion de l'État. Et je vais souligner et rendre hommage à quelqu'un, on ne le fait pas souvent, c'est Abdoulaye Ly, qui a été un moment la conscience de tous ces intellectuels. Mais très respecté très rapidement, si on devrait le présenter, Abdoulaye Ly, on en parle pour la toute nouvelle génération. C'est le premier docteur d'État. C'est le premier docteur d'État en histoire. Qui a fait sa thèse sur les compagnies, justement, comment on appelle ça, économiques ici, sur les compagnies françaises. Et Abdoulaye Ly est respecté par tous les intellectuels. C'est le premier docteur d'État. Comme il pouvait revendiquer un rôle politique plus grand, comme au Congo, quand on dit que Tshisekedi est le premier docteur d'État, il a pensé que ça devait le mener impérativement au palais présidentiel. Abdoulaye Ly est quelqu'un de respecté. En dehors d'Abdoulaye Ly, on a tous ces autres que je pourrais qualifier d'intellectuels nationalistes, d'intellectuels marxistes, et symbolisés par quelqu'un comme Amadou Ali Dieng, les Pathé Diagne, tout ce monde-là. Il n'avait qu'un seul objectif. Une fois le Sénégal indépendant, Senghor était le tenant de la négritude. Et tous ces gens disaient, nous devons construire notre pays. Et ils n'attendaient pas autre chose que de s'impliquer. Je me souviendrai toujours de ce que me disait un jour Cheikh Hamidou Kane. Il disait que tu sais, il a été Cheikh Hamidou Kane, gouverneur de Thiès, quand il n'y avait absolument rien, il fallait tout construire. Et ce qui était intéressant, c'est que même les intellectuels européens à peau blanche, quelqu'un comme Jean Collin, on ne parle pas beaucoup de lui, mais d'autres, ils se disaient que quand Jean Collin était maire de Thiès, on se disait à quel titre il devait être maire de Thiès. Mais c'est-à-dire tout ce qui avait étudié, réfléchi, participé, formé, devait participer à la construction de ce pays. Oui, à la construction de ce pays. Oui, vous parlez de legs, vous parlez d'héritage. De quoi s'agit-il? On prend l'exemple du professeur Amadou Mokhtar Mbow, le comité qui avait en charge la célébration du centenaire du professeur Amadou Mokhtar Mbow a clôturé ses travaux par la publication d'un livre témoin intitulé Amadou Mokhtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir. Alors, Penda Mbow, s'agit-il finalement d'une différence de génération ou d'école?
à la fois les générations, parce que d'autres générations vont suivre. Et ces générations aussi ont apporté leur pierre à l'édifice. Mais il y a effectivement une école de pensée, différentes écoles de pensée qui rivalisaient, qui essayaient justement d'apporter quelque chose. Et c'est intéressant, c'est un aspect intéressant de la réflexion, c'est qu'ils avaient des hommes de gauche qui participaient avec des gens comme Michel Léris, comme Jean-Paul Sartre et tant d'autres. Ils ont contribué et participé à l'aventure. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine solidarité basée et fondée sur la pensée. Et la lutte contre l'injustice et l'avènement de l'égalité et de la citoyenneté. Et je pense que tous ceux qui pensaient de cette façon-là se sont retrouvés autour d'un idéal. Après, il y a eu des générations. Parce qu'après ces premières générations, d'autres ont suivi. Je pense que la génération des Amadi Ali, et on peut même considérer quelqu'un comme Samir Amin, cette génération-là, elles sont suivies un peu. Ces générations ont suivi et d'autres sont venus. Les autres qui sont venus, c'est ceux qui étaient avec Majmoud Diop dans le PAI et qui étaient aussi sous la coupe de la clandestinité et qui se sont retrouvés à un moment donné, surtout dans les années 80, quand il y a eu l'ouverture intégrale. Ils sont sortis certes du PAI, mais ils sont constitués des différents partis de gauche. Ces différents partis de gauche, on a Andi Diop Kharabi, on a la LDMPT à l'époque, on a le PIT, le Parti de l'Indépendance et du Travail, dirigé d'abord par Seydou Sissoko, ensuite par Ahmad Dansokho. Et ce qui était intéressant avec ces partis de gauche, c'est qu'eux, ils pénétraient le mouvement social de façon générale. Et ont beaucoup contribué, à mon avis, leur nombre n'était pas important. Un parti comme le PIT n'était pas un grand parti en nombre, mais c'était un intellectuel collectif d'une puissance extraordinaire. Qu'on a retrouvé dans le mouvement syndical, et c'est le PIT qui a structuré une bonne partie du mouvement syndical, que ce soit la CNTS et de la participation responsable, ce sont des gens qui ne rechignaient pas à se retrouver là où les masses se trouvent pour éveiller leur conscience. On les retrouvait dans le sud-est, à l'université, opposée au SAES, et ensuite, la LDMPT, c'était surtout le mouvement syndical secondaire, etc., avec des personnalités d'envergure. On peut parler, justement, à l'époque, il y avait Babacar Sané, mais on peut parler d'Ablaye Bathily et Mamadou Ndoye. Tout ce monde-là, ces gens se sont investis pour le pays. Et ils étaient dans le mouvement syndical, qui était un mouvement revendicatif important. Et c'est ce mouvement syndical qui a poussé Senghor à sortir un peu de sa vision de l'éducation très élitiste pour s'ouvrir. Et je dis toujours, les gens de gauche sont les principaux responsables de ce que c'est que l'école et ce que l'école est devenue parce qu'ils étaient à la pointe du combat. Après, on a eu d'autres générations. Bouba Diop, Boubacar Diop, Bouba, etc. Toujours dans le mouvement syndical. Quand on créait le SAES à l'université, Abdoulaye Eliman Kane, Boubacar Diop, etc. Et nous tous, nous avons contribué et travaillé au sein du SAES. Et je viens maintenant à Andi Diop. Et quand tu vois tous ces leaders syndicaux, ils appartenaient à des partis politiques. Andi Diop, ce que Andi Diop a fait, Andi Diop, ce sont les ONG. Le Congat, c'est essentiellement Andi Diop. Mais en dehors, il y a aussi le mouvement féministe, incarné par Marie-Angélique Savané, avec justement Yewi Yewi. Et ce qui était bien, c'est que même si on appartenait à différentes chapelles politiques, on se retrouvait tous pour le mouvement social et on se battait. Et ce mouvement, on peut dire, dans les années 70, depuis mai 68, par exemple, entre mai 68 jusqu'à l'ouverture démocratique intégrale avec l'arrivée d'Abdou Diouf, ce mouvement a joué un rôle essentiel dans ce pays. Dans la formation des jeunes, la définition intellectuelle, les grandes conférences qu'on organise. Et finalement, on dit que la clandestinité était bénéfique vraiment pour la formation politique des jeunes. Et les choses ont commencé. Et quand Abdou Diouf est arrivé, il a eu ce qu'on appelle, il a laissé
les 4 courants de Senghor, pour aller vers multipartisme intégral. Les 4 courants de Senghor, c'était le Parti socialiste, le PAI du Majmoud Diop qui est revenu d'exil et qui a trouvé un compromis avec Senghor. On avait MRS de Kigay, comment il s'appelle, l'avocat, Boubacar Gueye, et on avait quand même, quel était l'autre parti, le Parti libéral, avec Ablaye Wade. Oui, Boubacar Gueye, le frère de Lamine Gueye. Absolument. Grand frère, oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu le 28... Et ça, c'est intéressant. Abdou Diouf est venu dans un contexte extrêmement difficile, Bayomar. Je crois que c'est le président qui a eu la part la plus difficile au Sénégal, avec les politiques d'ajustement structurel, mais aussi avec un mouvement d'opposition très fort, incarné par Wade et les partis de gauche, mouvement social très puissant, et Abdou Diouf a eu à faire face, et c'est ça peut-être aussi où se situe le génie des socialistes. Où se situe le génie des socialistes, parce que malgré tout, il y avait certainement une comment on appelle ça, la répression, qui n'a jamais quitté le pays pratiquement depuis la période. Les gens de gauche en savent quelque chose. On le voit avec les livres d'Ablaye Bathily, sur la mappa de liberté, etc. Mais ce qui était intéressant, Omar, c'est que comment le Parti socialiste arrivait à juguler, à contourner et à, je ne dis pas, à stabiliser. Vraiment, ce pays n'a jamais connu une instabilité. Il y avait des tournants. Absolument. Et c'est un pays qui a eu beaucoup de ressorts. Et un exemple que je peux donner, et peut-être c'est là aussi le rôle des intellectuels me paraît important dans les partis politiques. Quand on a eu la mauvaise organisation des élections locales de 1996, après la société civile, tout le monde, on s'est réveillé, on dit plus jamais ces élections. Vous savez, Wade a joué un rôle dans la démocratisation et surtout dans le code consensuel, qu'évoquait Kader dans son texte. Mais avant le code consensuel, la lutte pour avoir comme l'isoloir, beaucoup de choses qui ont fait évoluer la démocratie. Et Abdou Diouf, vers la fin, il écoutait beaucoup, parce que toutes les réformes qu'il a eu à faire, depuis le CNRA, en passant par l'ONEL, ou encore toutes les réformes qui ont beaucoup aidé au processus démocratique, et voilà, vers la fin, vers l'alternance en 2000. Ce qui était intéressant, je trouve, c'est le rôle que jouaient certains intellectuels dans le Parti socialiste. Quand on s'est battu et qu'on a lancé l'initiative du 5 mars, la société civile, il y a eu des débats qui ont suivi entre Dansoro et nous, les autres, mais c'était de l'animation à un certain niveau, si vous voulez, de l'espace politique. Babacar Sine, on ne parle pas beaucoup de Babacar Sine, parce qu'une fois que tu es allé dans le pouvoir, les gens ont tendance à t'oublier. Mais cet homme était d'une finesse et d'une intelligence extraordinaire. Il a pris tous les débats en cours à l'époque, et il a fait une excellente synthèse où il a fait sortir l'ONEL. Et quand il a fait la proposition de l'ONEL, ni opposition, ni pouvoir, personne, ni encore moins la société civile, tout le monde avait applaudi. Alors, et c'est ça le rôle des intellectuels. Doctrinaire, absolument, assez éclairé. Oui, Pendombo, vous avez traversé les générations. Vous avez insisté sur le rôle des responsables d'hier et d'aujourd'hui. Mais si nous devons nous arrêter sur la responsabilité de l'élite d'aujourd'hui, je veux parler des autorités comme aussi des acteurs de la scène politique comme sociale aujourd'hui, quelles leçons devons-nous tirer justement de ce qui avait été laissé comme legs en justement le comparant avec ce qui existe aujourd'hui? La première leçon que je tire, d'abord, les acteurs ne donnent pas l'impression d'être à la hauteur du legs. Et je crois que l'alternance en 2000 est un tournant, j'y reviendrai. Mais ce que j'ai remarqué dans ce pays, c'est comme c'est comme si on est à la fin d'un parcours dans beaucoup de domaines. Et que le renouveau doit se faire. Même la fin d'un cycle, Madame Bo. C'est la fin d'un cycle. Même quand on y réfléchit, Omar, les néo-confréries qui avaient beaucoup contribué à encadrer la jeunesse d'une manière ou d'une autre, je pense aux Moustachidine, je pense par exemple à Hizb ut-Tarqiyyah, je pense à des groupes, même le groupe de, comment on appelle ça, de Béthio Thioune, même Modou Kara. Mais tous, je donne l'impression aujourd'hui de ne plus être
je ne dis pas en mesure, mais en tout cas d'avoir, de s'amortir, de s'être amorti. Et les partis politiques n'en parlons plus. Les partis politiques, la formation qu'on donnait dans les partis politiques, parce que c'est vrai aussi la participation dans le pouvoir a émoussé et créé un éclatement de tous les partis politiques. Entre 2000 et maintenant, tous les partis de gauche se sont divisés. Parce que c'est l'exercice du pouvoir qui a fait que ces partis de gauche, il n'y a plus d'unité. Et en général, seuls ceux qui sont au pouvoir ont l'impression de rester au pouvoir et tous les autres. Et j'oublie encore quelqu'un dont le discours a été un discours extraordinaire. Je ne parle pas de tous les héritiers de Cheikh Anta, du RND, mais quelqu'un comme Momar Samb a eu un discours ici qui était un discours novateur, un discours de renouveau. Comme, à un moment donné, le PAI avait son discours, mom serait bok serait defar serait. Qui rew dañ koy kenn du ko paacho dañ koy bokko. Donc tout ça, c'était des idées d'une générosité extraordinaire. Mais c'est vrai que l'exercice du pouvoir a tendance à émousser tout. Parce que aussi, les gens se disent que nous ne pouvons pas être contre le pouvoir, ce n'est pas possible parce qu'on est dedans. Mais en même temps aussi, les idées de renouveau, ils ne les expriment plus. Il y a cet aspect. Oui, mais qu'est-ce qui explique cela? Dans l'opposition, ils se battent. Mais une fois au pouvoir, c'est comme si on n'a pas les mêmes personnes. C'est-à-dire, moi je pense que ce pays, les acteurs ont un déficit réel de démocratie. De culture démocratique. Parce qu'on a beau dire, vous savez, l'être humain est l'être humain. Quand on est en présence de certains privilèges, on a tendance à garder les privilèges. C'est là il faut s'interroger aussi sur la formation également. Ah, oui, mais c'est ce que je dis. Mais quand on est quelqu'un comme Mandela, qui est aujourd'hui la conscience du monde, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Mais il a tenu bon. Malgré tout ce qu'on lui a fait comme proposition, etc., aujourd'hui, Mandela, tout le monde entier a du respect pour Mandela. Et il a aidé son peuple. Mais Senghor aussi, il faut le reconnaître quelque part, est parti au moment où peut-être que d'autres à sa place seraient restés. La problématique du troisième mandat est là aussi. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais enrichi. Mais je voulais dire quelque chose. Baye Omar, encore sur le rôle des intellectuels. Ça allait m'échapper. Quand Senghor partait, il avait préparé Abdou Diouf pour, à partir de l'article 35, pour devenir le continuateur justement de son projet. Et quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, naturellement, tout le monde protestait en disant qu'en démocratie, seule l'élection doit faire parvenir quelqu'un au pouvoir. Et ce qui était intéressant, c'est l'attitude des intellectuels. Pendant ce temps, ils ont créé des mouvements. Je me souviens bien du Grézen, parce que j'ai assisté au mouvement de lancement, avec les papes Bretal et tout ça. Ils ont dit que nous allons soutenir Abdou Diouf. Senghor est parti, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui doit être soutenu pour partir. Et ça, je pense, après, Iba Der Thiam a créé Abdou Nyodoy. Et ce sont des instruments de légitimation du pouvoir de Diouf. Des instruments de légitimation du pouvoir de Diouf, mais ils l'ont surtout aidé à traverser cette phase extrêmement difficile où son pouvoir était contesté. Après, il y aura, par exemple, quelqu'un comme Mansour Mbaye, qui, dans son domaine aussi, a utilisé le concept de gardien de la Constitution pour l'aider. Et là, c'est là où les intellectuels ont, à mon avis, contribué peut-être à stabiliser le pouvoir de Diouf. Ça, je voulais le dire. Maintenant, la question, pourquoi aujourd'hui? Parce que aussi, nous sommes en phase, à partir de 2000, avec la participation de grands leaders au pouvoir. Même déjà, on avait commencé avec comment on appelle ça, les gouvernements de majorité élargie. Donc, le leadership a commencé à être questionné par la société civile, par tout le monde. Et malheureusement, le leadership, c'est un processus très long. J'ai entendu une fois Landing Savané dire une chose. Un leader, on ne le forme pas comme ça. Un leader, c'est un processus sur une longue période. Et c'est vrai. On a eu tous ces leaders qui ont commencé vraiment à se retirer. Mais entre-temps,
un nouveau leadership ne s'est pas mis en place. Même Macky Sall, quand il vient au pouvoir, c'est pas un leadership historique qui a eu un temps de maturation depuis une très longue période. C'est-à-dire ce sont des circonstances, un contexte qui a fait de Macky un président. En tout cas, ce qui est important, c'est que Abdoulaye Wade n'avait pas d'alternative, lui. Parce qu'il s'était focalisé sur son fils. Et les Sénégalais, c'est vrai qu'il y a eu cette affaire de troisième mandat, mais ce qui faisait le plus peur aux Sénégalais à l'époque, c'était le processus de dévolution monarchique du pouvoir. Les Sénégalais sont très attachés à la démocratie et à l'histoire démocratique de ce pays. Et à cette fierté que le Sénégalais a dit, nous ne sommes pas comme tous les autres. Faisons une exception. Mais c'est le fruit d'un long combat absolument. Également. C'est-à-dire, depuis 1848, on avait les partis métis qui étaient là, les métis de Saint-Louis, les 4 communes. Il a fallu sortir de ces 4 communes pour généraliser, qu'on le veuille ou non, la citoyenneté et le vote du code de la famille sous Senghor. Avec la création des comités des options en 1960, c'était plus pour uniformisation de la citoyenneté que pour les droits de la femme. On le voit pendant cette période-là. Mais ce qui était important, il fallait absolument, et les Sénégalais sont fiers d'avoir été citoyens, au même titre que ceux qui vivaient dans la métropole, même si ça ne concernait que les 4 communes. Alors, oui, finalement, le legs a été bien expliqué de façon pédagogique. Il y a aussi une autre dimension, un autre enjeu, c'est la préservation de ces acquis-là entre pratiquement 2 courants, ceux qui s'investissent pour la préservation et d'autres pour un renouveau. Si nous prenons l'exemple du 3e mandat présentement en cours dans notre pays. Moi, je me dis toujours que le Sénégal, on ne peut rien bâtir sans consensus. Et c'est là où le papier de Kader me paraît intéressant. Parce que quand on lit bien le papier de Kader en profondeur, il y a des éléments de sortie de crise qu'on peut trouver dans le papier de Kader. Comme une sorte d'alerte. Pas seulement alerte, mais quand on y réfléchit, par exemple, quand il traite des gouvernements de majorité élargie, les différentes crises que nous connaissons, à l'Assemblée nationale, l'affaire Sweet Beauté, et il y a une autre affaire, 3 affaires, il donne des éléments. Et moi, j'ai l'intime conviction, en âme et en conscience, Baye Omar, que le président Macky Sall n'ira jamais à l'encontre du peuple sénégalais. Des intérêts du Sénégal. Et j'ai l'intime conviction, avant de faire quoi que ce soit, il va discuter avec les icônes de ce pays. Moi, si j'étais à la place de ceux qui pensent pour le président Macky Sall, j'aurais pris le papier de Ibrahima Fall, le papier de Felwine Sarr, le papier de Makhtar Diouf et le papier de Kader Boye. J'aurais fait une synthèse de ces différents papiers pour voir la réponse qu'on peut apporter à ces différents papiers en termes de réflexion, mais aussi en termes de prise de décision et de réforme pour le pays. Quand le pays était dans une situation pareille, Abdou Diouf, les réformes qu'il a eu à faire, ce sont des réformes, même le gouvernement de majorité élargie, ce sont des réformes qu'il a eu à faire à un moment donné, lorsqu'il était sous la pression. Et je suis convaincu que le président Macky Sall, il a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans son message à la nation du 31 décembre. C'est quand il a dit, il faut que le Sénégal existe. Je ne cite pas correctement. Il faut que le Sénégal existe pour que nous puissions quand même nous battre. C'est-à-dire la préservation, je crois il a un souci, d'après ce que j'ai entendu, concernant la préservation de la stabilité de ce pays. Et il ne prendra pas de décision, moi c'est mon intime conviction, sans discuter avec les grands intellectuels de ce pays. Il faut qu'il discute avec eux, sans discuter avec les grands leaders qui sont des médiateurs et des régulateurs sociaux. Et peut-être à l'issue de ces discussions, il prendra sa décision. Moi, je ne pense pas que ce soit une personne qui va prendre une décision comme ça. Non. Mais il y a 2 camps. Il y a ceux qui veulent qu'il reste. Mais ceux qui veulent qu'il reste, ils sont là en train de défendre. Aussi mais la responsabilité historique incombe à Macky Sall. C'est lui le principal responsable. C'est lui qui sera demain jugé au tribunal de l'histoire. C'est lui sur qui repose, sur ses frêles épaules d'hommes, repose la destinée
jusqu'à preuve du contraire de ce pays. Et moi, je pense qu'il ne va pas suivre un camp ou l'autre, mais il va suivre les intérêts du Sénégal et ce que lui dictent nos lois et règlements. Oui, le président Macky Sall face à son destin, c'était Absolument. le titre du papier de l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop Dakar. Je parlais du professeur Kader Boye. Oui, vous avez parlé du président Macky Sall en tant que chef d'État, président de la République, face justement à ces sujets dont le 3e mandat. Père Ndambou, aujourd'hui, on reste encore sur la préservation des acquis. Vous avez parlé de l'élite, mais le Sénégal aussi est en mutation. Vous avez parlé de fin de cycle. Aujourd'hui, il y a le revers également de la médaille. Aujourd'hui, quand vous entendez le débat politique en cours, vous vous interrogez sur réellement la nature et le rôle que devrait jouer l'élite sénégalaise. Aujourd'hui, est-ce que ces sujets qui sont agités vous laissent de l'espoir quant justement à l'avenir de ce pays? Vous savez, dans ce pays, il y a plusieurs facteurs qui parfois dépassent les gens qui ont en charge les destinées de ce pays. D'abord, il y a le facteur démographique. Il y a le facteur démographique qui est une réalité. Il y a le problème de l'insoumission du Sénégalais à l'ordre, à la discipline. Vous voyez, le Sénégalais a tendance à vivre, disons, de façon... n'aime pas trop les contraintes. Le Sénégalais n'aime pas la contrainte. Il y a le fait aussi que les gens n'ont plus le temps de réfléchir autour des grands enjeux. Pourquoi? Parce que les élections se suivent, se succèdent. Et la question de la conquête du pouvoir est telle que je me demande parfois s'il ne faut pas donner un mandat à quelqu'un sur X années. Et puis c'est fini. C'est fini et puis qu'on s'occupe véritablement de l'avenir. Ne serait-ce que pendant une période déterminée, le temps qu'on construise véritablement ce pays. Parce qu'on parle souvent de transition, mais finalement... Ah non, mais il faut qu'on sorte de ça. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui ont, à mon avis, hypertrophié tous les travers et qui ont hypertrophié justement un débat malsain dans ce pays. À telle enseigne que ces intellectuels avec une vision prospective sont peu audibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où je me dis, pouvoir, opposition, société civile ont tous intérêt à bâtir des consensus sur des questions déterminantes. Des questions sur lesquelles personne ne reviendra. Que ce soit les questions d'élection, et qu'on mette ça de côté. Et tout ça. Et qu'on se dise, après tout, cette jeunesse a besoin d'être orientée. Parce que tout s'accélère. Tout part très rapidement. Le dérèglement climatique, absolument. Tout. Et puis on a des enjeux. Vous avez parlé du climat, l'éducation. Moi, je suis effrayée par la santé aujourd'hui. Toutes ces questions sont des questions. Et puis, on a une société, on a notre ami qui dit que le Sénégal refuse la modernité. C'est-à-dire, on a des sociétés qui se superposent, société féodale, société moderne, société amiche, etc. et qui ne dialoguent pas. Or, Omar, ce pays a une créativité extraordinaire. Ça, c'est la chance du Sénégal. Et il faut, cette créativité a besoin d'être encadrée. Pour qu'on sorte justement quand on parle d'émergence, il faut que l'émergence repose aussi sur cette créativité au Sénégal. Mais Omar, tout ça, on a du chemin à faire. Et une fois que les consensus seront bâtis, on l'a fait avec les assises nationales. Malheureusement, les assises dorment dans les conclusions, dorment dans les droits. Nous devons faire ressortir tout ça. Parce que l'intérêt du Sénégal, Macky Sall en a conscience. Tu en as conscience, j'en ai conscience. C'est ça, cet intérêt et cette vision collective que nous devons absolument construire si nous ne voulons pas être dépassés aujourd'hui par l'énergie et la fougue de la jeunesse sénégalaise. Mais ce n'est pas la direction qui est empruntée, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le terrain. Vous avez suivi la publication des rapports de la Cour des comptes. Vous avez également su regretter ces accidents avec le lot de morts ces derniers jours. Aujourd'hui, la question de la citoyenneté pose problème aujourd'hui. Vous savez, Omar, moi je me dis, le simple fait d'avoir publié ce rapport, je ne sais pas qui est-ce qu'il a publié, est déjà un pas extrêmement important. Le jour
où on a commencé, j'étais à une autre radio avec une personnalité qui s'occupe de ça, justement. J'avais alerté en disant, quiconque prendra 1 franc de cet argent sera véritablement jugé au tribunal de l'histoire. Parce que, tu sais, le Covid, quand la vie des gens se trouve en jeu, on a perdu avec ce Covid énormément de monde. Ce Covid nous a ralenti. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est comme si on allait prendre quelque chose de la chair de quelqu'un, etc. Non, je pense que le simple fait d'avoir publié ce rapport va dans une très bonne direction. Maintenant, il faudra clarifier tout ça. Qui a fait quoi, en tirer les conclusions. Parce que ce pays, quand même, on ne peut pas accéder au pouvoir pour s'enrichir. C'est pas possible. C'est ce qu'on avait reproché à Karim Wade. Il ne faut pas qu'on le repasse. Parce que Karim Wade, ce qu'on lui avait reproché, et surtout, c'est pourquoi je ne mets jamais le cas de Karim Wade au même niveau que celui de Khalifa Sall. Ce qu'on avait reproché à Karim Wade, c'est d'avoir privatisé l'État. De mettre l'État au service d'intérêts strictement privés. Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a des responsables puisse se retrouver avec des immeubles et à son nom. Par exemple, du temps des socialistes, les gens avaient des prête-noms, des choses comme ça. Donc, il faut que ça cesse, qu'il y ait un terme. Le jour où cette petite ou grande sera réglée corruption, on aura assez d'argent à investir dans la santé, dans l'éducation, etc. Je suis d'accord, on n'a qu'une maison ici. Les Dents de la Mer, Abdou Diouf n'a pas de maison ici. Voyez, c'est-à-dire, moi, je pense que quand Dieu vous met... à partir de quel moment avez-vous l'impression que finalement... Quand le libéralisme est arrivé. On est passé à côté. Quand le libéralisme est arrivé véritablement en 2000? À 2000, je crois que 2000 était un tournant. 2000 était un tournant. C'est vrai que Wade a la même vision libérale que les Américains, etc. Et il pense qu'il faut, il disait toujours, il y a plusieurs moyens d'amener de l'argent. Au Sénégal, il y a eu des investissements, etc. Mais quand on est trop pauvre aussi, si on n'a pas de conviction et si on n'a pas une vision de son pays, vraiment, avoir de l'argent, ça fait toujours du plaisir. Oui, ça fait... Mais il faut se dire, le plus important, c'est ce que je vais léguer à ce pays-là. Les bons que je ferai faire à l'éducation nationale, les bons que je ferai faire à la santé, les bons que je ferai faire à la gestion de l'espace. Mais ils ont été ministres ici, comme ceux d'aujourd'hui. Mais jamais on n'a parlé de l'argent comme on le fait aujourd'hui. Moi, vous savez, Omar, quand Wade était au pouvoir, ce que je dis, c'est sérieux. Je suis allé à la banque pour demander qu'on me montre à quoi ressemble 1 milliard. Parce qu'on vous dit, ce pan du mur, c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 mois, je dis. C'est-à-dire, tout l'argent qui était là, si on l'avait injecté, même quelqu'un qui a de l'argent, je ne sais pas comment, mais il n'a qu'à l'investir dans le développement du pays, dans les champs, c'est-à-dire que ça génère des ressources, qu'il achète une banque, mais que l'argent reste ici dans ce pays. À quoi bon d'aller avoir des maisons un peu partout dans le monde? Ça ne sert à rien. Et finalement, que devons-nous retenir comme solution aujourd'hui en termes de recommandations? Moi, ma première recommandation, et je le dis, et je le répète depuis plusieurs années, il faut un consensus au sein de l'élite sénégalaise. C'est-à-dire ne pas dire que moi, je vais utiliser mon pouvoir ou je veux créer des problèmes au pouvoir. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on soit d'accord que l'éducation nationale est une priorité. Qu'est-ce que j'ai comme programme pour l'éducation? On peut y avoir des divergences. Qu'on soit d'accord que la Constitution, tout le monde est d'accord autour de la Constitution. Et je lis un livre très intéressant d'un Italien qui s'appelle Le Sourdo. C'est Muammar Kumba qui m'a fait découvrir cet auteur italien. Et je le lis, et ça, c'est sur le libéralisme. C'est pas depuis pratiquement la période de la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Et j'en ai appris des choses avec cet auteur. C'est par exemple le caractère esclavagiste des premiers chefs d'État, des premiers leaders présidents américains. Et comment? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que la société évolue,
les gens étaient obligés, quand ils voient que ça ne correspond plus à leurs vœux par rapport au libéralisme, ils changent. Tout le monde sait que le cartel de Chicago était très impliqué c'était la mafia, la drogue, tout ce que vous voulez. Mais quand l'Amérique a voulu avoir une certaine hégémonie sur le monde, mais les États-Unis étaient obligés de combattre cette corruption et de combattre même l'alcool, tout. Parce que ce qui était important, comment construire la force, justement, des États-Unis. C'est ça. C'est-à-dire, nous aussi, aujourd'hui, si nous voulons véritablement être un pays leader en Afrique, un pays qui va tirer la locomotive de l'Afrique, nous devons être d'accord sur un certain nombre de choses et que plus personne n'y touche. Oui, vous avez parlé de la recherche de consensus fort, mais également, Penombo, il y a la recherche de modèles, de références. Aujourd'hui, avec la publication de ces contributions, de ces ouvrages, ce legs aussi laissé à la jeune génération, avez-vous l'impression que ce qui pouvait justement constituer un désespoir devient justement espoir en termes de références et de modèles? En tout cas, les modèles et les références ne manquent pas dans ce pays. Oui. Quand je vois toute cette surtout vis-à-vis de cette génération, citez-moi un seul qui soit riche. Ils vivent de façon correcte. Mais ce ne sont pas des gens, on ne dira pas un tel a investi ou à telle chose. Quand vous rentrez chez eux, c'est beaucoup plus la bibliothèque avec les ouvrages. Absolument. Mais on a d'ailleurs un certain luxe. Ils sont rébutés. On ne veut pas de ce luxe-là. Qu'est-ce qu'on a à faire avec certains types de maisons, de voitures, etc. J'ai vu le ministre, le porte-parole du gouvernement dire que 56%, je crois bien, c'est le chiffre, des voitures au Sénégal sont constituées de 4x4. Et ce qui nous aide quand ils viennent ici, ils se disent, écoute, ce pays n'est pas un pays pauvre. N'est pas un Hummer. Dans les pays développés, on ne conduit pas les Hummers, c'est juste pour les transferts de fonds qu'on utilise ces voitures-là. Mais pourquoi nous aimons tant le luxe? Pourquoi nous aimons tant alors que nous ne sommes pas les producteurs de ce luxe? J'ai vu un jeune hier qui me disait que c'est lui qui a créé telle machine, il aimerait bien multiplier ces machines et qui peuvent être très utiles pour le pays. Mais on ne les aide même pas. On ne prend pas ces jeunes pour en faire non seulement. On a montré la dernière fois un jeune au Nigeria qui a construit une voiture avec du matériel local et voilà ce qu'il faut. C'est-à-dire la créativité. Nous devons nous asseoir par consommer ce que nous produisons déjà. Pourquoi? Moi j'aime bien le pain belé. Pourquoi on ne mange pas du pain de mil? Et que les gens retournent au champ pour cultiver le mil. Mais tous ces gens-là sur les Jakarta, etc., s'ils avaient de bons champs, on achète le mil à bon prix. Mais qu'est-ce qui bloque à ce niveau jusqu'ici? Qu'on n'arrive pas à rester nous-mêmes? Moi, je pense que, tu sais, la colonisation, je crois que Frantz Fanon l'a très bien défini. C'est comme l'apartheid et l'esclavage. Oui. Ce sont des phénomènes historiques qui ont détruit les sociétés sur plusieurs générations. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. En tout, nous nous référons. Si ce n'est pas la France, si c'est autre chose, nous nous référons aux autres. Tout à l'heure, le chef d'État que je voulais évoquer sur les États-Unis, c'est Abraham Lincoln. Il était esclavagiste et c'est une référence aujourd'hui. Mais Baye Omar, c'est-à-dire, nous n'avons pas confiance en nous. Et toute cette jeunesse, c'est là où les gens avaient porté beaucoup d'espoir sur Macky Sall en disant que c'est un chef d'État qui n'a pas connu la colonisation. Et je pense qu'à partir du moment où nous allons nous départir de ce complexe véritablement lié au fait colonial, nous pourrons à partir de ce moment aller. D'ailleurs, la fermeture de la France, ça peut être une bonne chose pour nous. Ah oui? Avoir un visa aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour tout le monde. C'est-à-dire la fermeture, même si la France transfère beaucoup de ses biens ici pour les vendre. Mais je me dis, s'il ne nous reste plus qu'à nous repenser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, selon le terme de ces mots. Il y a un fort mouvement de déconstruction. Absolument. Oui. Absolument. Certains parlent du CFA. Et c'est à partir de là que nous allons nous bâtir et construire. Mais il faut qu'on nous laisse aussi le temps. Mais le dégagisme total, comme disait Vieux Savané, pas de dégagisme pour du dégagisme.
il y a quand même... J'entends moins Guy Marius Sagna depuis qu'il est député parler du dégagisme. J'entends moins Guy Marius Sagna et j'ai vu Sonko avec... Parce que l'histoire nous a renseigné quelque part que oui, on a connu 2000, on a connu 2012. Nous allons vers 2024, Madame Mbow. Quel est l'enjeu principal pour 2024? L'enjeu, c'est justement le processus que Wade lui-même avait différé. C'est-à-dire quand on l'a élu en 2000. Tout le monde disait, d'ailleurs à l'époque je me souviens, on disait de Wade qu'on ne voulait pas d'infrastructure. Ce que nous voulons, c'est la transformation de l'homme sénégalais. Peut-être que Macky n'a pas eu la même légitimité historique qu'Abdoulaye Wade pour faire ça. Et lui, ce qui importe pour lui, c'est avoir les infrastructures. Ce qui est une bonne chose, toutes ces infrastructures sont très bien. Mais ce qu'on a différé jusque-là, c'est la refondation. Il faut refonder nos institutions, mais il faut centrer l'action sur l'homme sénégalais. L'homme sénégalais, par l'éducation, mais aussi en mettant la responsabilité de l'homme sénégalais sur ses devoirs. On l'a vu avec ce drame, justement, de Sekolo. Mais Omar, je suis étonnée quand j'entends les gens donner les explications. C'est vrai que le monde invisible existe. C'est dans le Coran. Il y a une sourate qu'on appelle la sourate Djinn dans le Coran. Mais on ne peut pas se focaliser pour donner des explications sur ces facteurs mystiques en dehors d'une raison pour comprendre véritablement. Et je suis convaincu que si on arrive à juguler ou appliquer tout ce qui a été dit dans les 23 mesures, on arrivera véritablement à juguler un peu et à réduire les morts. Je dis, et je le pense, que ce que les djihadistes font en tuant dans d'autres pays, nous, ce sont nos routes qui tuent les gens. Nous devons régler ces questions-là. C'est vrai, le mystique existe, mais on le laisse de côté. Et on voit véritablement qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est cette mentalité du Sénégalais qu'il faut absolument changer. Lui inculquer la raison et la réflexion sur les problèmes, comment les résoudre. Et comment, parce que tu sais, on a plusieurs contentieux avec l'histoire. Il nous faut une révolution véritablement sociale. Une révolution des mentalités. Si nous voulons aussi avancer, c'est bien de construire des routes. Mais ça, c'est pas le chef d'État qui va le faire, mais c'est tout un mouvement intellectuel, social. Mais nous, quand on lançait tous ces débats sur les castes, avec les Joe Wakam, les vieux Savané, tout le monde, dans les années 80, qui pensait aujourd'hui qu'on allait avoir toute cette évolution sur les castes? À l'époque, on me disait, mais on ne touche pas à ce débat, faut pas y toucher, et c'est un débat dangereux, etc. Mais on a tenu. Et sur les questions d'irrationnel aujourd'hui, et toutes ces questions qui nous empêchent d'aller de l'avant, dans la définition, si vous voulez, d'un rapport à l'individu et l'émergence de l'individu en tant que tel dans notre société, nous devons prendre le taureau par les cornes. Poser et c'est tout heureux de voir les universitaires, les enseignants-chercheurs débattre de ces questions sur les plateformes, à travers les médias également. C'est tout heureux. Mais ça ne suffit pas maintenant. Il faut encadrer les jeunes. Moi, ce que j'ai fait à l'échelle du mouvement citoyen en faisant un encadrement, et je suis très fière de ce que j'ai fait des jeunes sur le plan à la fois intellectuel et politique. Je trouve qu'on a eu un excellent produit à partir de là. D'autres n'ont qu'à faire la même chose. Que les partis politiques, qu'on leur impose la formation de leurs militants. Que les partis respectent quand même ce qu'ils ont signé. Le cahier de charge. Qu'on forme les jeunes, qu'on les encadre, qu'on ait des véritables débats. Et Adiba, ce philosophe, a dit quelque chose une fois dans le Pentumbar qui m'a beaucoup séduit. C'est que lorsqu'il dit, on parlait de la baisse du niveau, avec Ousmane Blondin, tout le monde, on parlait de la baisse du niveau du débat politique. Et sa réponse était, je trouve que simple, mais extraordinaire. Il a répondu en disant que le niveau du débat politique a baissé parce que simplement, le niveau de l'école a baissé. Moi, quand j'étais au lycée, je voyais des camarades de classe qui lisaient, on était en première ou en terminale, qui lisaient Marx, Popper, Jasper Silla, on l'appelait, c'est notre prof qu'on appelait Jasper Silla, M. Silla, Jaspers, Karl Jaspers, il lisait, on en discutait. Et nous, on était fiers, on était dans les bibliothèques, on essayait, et c'est le débat.
on écoutait même Senghor, il influençait un peu les débats. Et les Cheikh Anta, quand il y avait une conférence, on était pressé d'aller à cette conférence-là pour apprendre. Mais je crois que les télévisions, les réseaux sociaux, c'est ça, il faut renouer avec ça. Et que l'élite joue son rôle. Au lieu de suivre ce que dit la masse tout le temps, que l'élite se dise, écoutez, je dois résister face à la facilité. Oui, et ce à quoi nous assistons, s'agit-il d'une nouvelle pensée politique avec justement cette jeunesse qui adhère dans les partis politiques face aussi à des partis traditionnels? Oui, quel enseignement Moi, en tirer? je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas prêts au sacrifice en étant dans les partis, surtout les partis au pouvoir. Ils sont surtout intéressés par l'accès tout de suite au poste. Oui. C'est une guerre, on voit les jeunesses des partis, comment ils se battent, comment ils se battent les jeunesses de partis pour contrôler véritablement le pouvoir. Et tous ces jeunes qui sont dans les partis, ils s'attendent à être non seulement investis sur des listes, à occuper des responsabilités, mais aussi avoir les ressources tout de suite. Alors que nous attendons de ces jeunes une période de bénévolat, d'engagement civique, pour transformer véritablement la société. À l'époque du scoutisme et tout cela donné, ça n'existe plus. Oui. Ça n'existe plus, malheureusement. Il nous faut interroger. Et finalement, je disais toujours à mes amis du Codesria, mais est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur le bilan des alternances politiques en Afrique? Parce que Baye Omar, finalement, tout ce qu'on faisait en termes qualitatifs, quand il n'y avait que le parti unique, et quand il fallait s'opposer au PS, on l'a perdu avec l'ouverture, il n'y a plus véritablement cette volonté de transformer le pays, cette volonté de changer le pays. Et puis l'éclatement qu'on voit sur le champ politique, c'est l'éclatement aussi qu'on voit sur le champ religieux. Parce que si vous voyez toutes les familles religieuses se démultiplient, et qu'est-ce que l'État doit faire face à tout ça? C'est cet éclatement qu'on voit partout. Partout. Et il y en a qui sont réfractaires à la modernité, au changement. Dès qu'on leur pose le problème, ils disent « Ah, ils sont contre l'islam. » Ils s'attaquent aux fondamentaux de l'islam. Or, c'est pas ça. C'est-à-dire, même l'islam, Baye Omar, c'est une religion fondamentalement d'élite et une religion intellectuelle. Moi, c'est ce que je sais de l'islam. Oui, alors finalement, la fin d'un cycle, l'ouverture d'un autre qui doit prendre quelle allure? Moi, je pense que si nous nous focalisons sur l'avenir de ce pays, avec comme ambition de ne pas être n'importe quel pays africain. Si nous sommes tous d'accord sur ça, chacun y mettra du sien. Et il revient encore une fois au président de la République d'amorcer la réflexion, la discussion et de parler à tous ces grands intellectuels sénégalais, de discuter avec eux. Et de voir quelle est la meilleure solution pour avoir une bonne transition pour l'avenir de ce pays, et son nom restera définitivement dans l'histoire de ce pays. L'enjeu en est là. Absolument. Merci beaucoup, Penda Mbow. Merci, Bayo. Pour rappeler que vous êtes historienne et nous avons su de façon pédagogique traverser les générations, nous interroger sur ce qu'il y a de positif et disait Jean Jaurès de l'autel de nos ancêtres, conservons les flammes et non les cendres. Absolument. C'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellente suite sur la 98.5.